Gwendoline connaissait le poids exact d'un silence. 2 kilos de tension dans la poitrine, 3 respirations retenues, une éternité condensée entre 2 battements de cœur. Elle avait appris à mesurer ces moments avec une précision chirurgicale au cours des 2 dernières années. Allongée dans ce lit king-size qui sentait le bois de santal et les promesses jamais tenues. La chambre baignait dans la pénombre bleutée de l'aube marseillaise. À travers les grandes baies vitrées, la Méditerranée s'éveillait lentement, ses vagues léchant le rivage avec une régularité hypnotique. Gwendoline observait le dos de Pasquale, cette muraille de muscles et d'indifférence qui lui tournait le dos depuis 3 heures du matin. Elle connaissait chaque courbe de ce corps, chaque cicatrice, chaque frémissement. Pourtant, elle ne le connaissait pas du tout. « Tu dors » murmura-t-elle, sachant déjà la réponse. Le silence s'étira comme un élastique sur le point de se rompre. « Non » finit-il par répondre, sa voix grave résonnant dans l'obscurité. Gwendoline ferma les yeux. Combien de fois avait-il eu cette conversation sans mots? Combien de fois s'était-elle réveillée dans cette position exacte, prisonnière d'un arrangement qui ressemblait à de l'intimité, mais qui n'en était que l'ombre déformée? Elle se leva sans bruit, ses pieds nus effleurant le parquet froid. Dans la salle de bain, elle s'observa dans le miroir en pied. 28 ans, des cheveux au burn qui cascadaient sur ses épaules nues, des yeux noisettes qui avaient appris à ne plus rien attendre. Elle portait une de ses chemises à lui, un geste d'appropriation pathétique qu'elle s'autorisait dans ses moments de solitude. Quand elle revint dans la chambre, Pasquale s'était redressé contre les oreillers. La lumière de l'aube sculptait son visage aux traits méditerranéens, cette beauté brutale qui lui avait fait perdre la tête lors de leur première rencontre au bar de l'hôtel Intercontinental. Il avait 36 ans, un empire immobilier bâti de ses mains et une capacité à compartimenter ses émotions qui aurait impressionné un robot. « J'ai une réunion à Aix ce matin », dit-il en consultant son téléphone. « Tu peux rester si tu veux. Paris passera vers midi pour le ménage. » Gwendoline sentit quelque chose se crisper dans sa poitrine. Marie, la femme de ménage qui la saluait toujours avec un sourire gêné, comme si elle ne savait pas exactement quel statut donner à cette présence récurrente dans la vie de son patron. « Je dois aller travailler aussi », répondit-elle en enfilant son jean de la veille. Pasquale hocha la tête, déjà ailleurs, ses doigts volant sur l'écran tactile. Il portait cette expression qu'elle connaissait trop bien, celle d'un homme qui venait de refermer une porte invisible entre eux. « Pasquale » elle s'entendit dire, surprise par sa propre audace. « On fait quoi exactement ?» Il leva les yeux vers elle. Pour la première fois depuis des semaines, il la regardait vraiment. Pas à travers elle, pas au-delà d'elle, mais directement dans les yeux. Ce regard dura 3 secondes, peut-être 4, mais Gwendoline y lut une encyclopédie d'émotions non dites, confusion, désir, peur, et quelque chose d'autre qu'elle n'osait pas nommer. « On existe », dit-il simplement. « C'est pas suffisant ?» La question resta suspendue dans l'air comme une épée de Damoclès. Gwendoline boutonna sa chemise avec des gestes mécaniques, ses mains tremblant imperceptiblement. Non, ce n'était pas suffisant. Ça ne l'avait jamais été, mais elle avait accepté les règles de ce jeu cruel parce qu'elle avait cru pouvoir changer les siennes, parce qu'elle avait espéré, contre toute logique, qu'un jour il la verrait vraiment. « Je dois y aller », murmura-t-elle en attrapant son sac. Elle traversa le Penthouse comme on traverse un champ de mine, chaque pas la rapprochant de la sortie et de la liberté. Mais au moment où sa main touchait la poignée de la porte, sa voix l'arrêta. « Gwendoline !» Elle se retourna. Il était debout maintenant, torse nu, les mains dans les poches de son pantalon de pyjama. La vulnérabilité qui transparaissait dans sa posture la désarma complètement. « Ce soir ?» demanda-t-il. Pas une invitation, pas un ordre. Quelque chose entre les deux. Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû claquer cette porte et ne jamais revenir. Mais son cœur, cet organe stupide et obstiné, avait ses propres règles. « Ce soir » acquiesça-t-elle. Dans le taxi qui la ramenait vers son studio de Noailles, Gwendoline regarda défiler les rues de Marseille qui s'éveillaient. Les commerçants ouvrirent leurs boutiques. Les odeurs de pain frais se mêlaient aux effluves du port. La vie continuait avec son indifférence habituelle. Elle travaillait comme assistante dans une petite agence de communication, un emploi modeste qui lui permettait de garder la tête hors de l'eau. Sa vie avant Pasquale. Sa vie à côté de Pasquale.
Deux existences parallèles qui ne se touchaient jamais vraiment. Son téléphone vibra. Un message de lui. « À ce soir ». 3 mots. 3 foutus mots qui suffisaient à rallumer cette flamme qu'elle essayait désespérément d'étouffer. Gwendoline ferma les yeux et laissa sa tête tomber contre la vitre froide. Elle était coincée dans un labyrinthe émotionnel dont elle ne connaissait pas la sortie. Mais quelque chose en elle, une intuition profonde et terrifiante, lui soufflait que tout était sur le point de changer. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'à Aix-en-Provence, dans moins de 8 heures, Pasquale allait rencontrer quelqu'un qui remettrait en question toutes les certitudes qu'il s'était construites, et que cette rencontre allait déclencher une chaîne d'événements qui les forcerait tous les deux à choisir, continuer à exister dans les ombres ou enfin vivre à la lumière. Aix-en-Provence se déployait sous le soleil de 11 heures comme une carte postale vivante. Pasquale gara sa Mercedes noire devant le café des 2 garçons, ce lieu mythique du cours Mirabeau, où se croisaient touristes et habitués. Il était en avance de 15 minutes pour son rendez-vous avec Olivier Fontaine, un investisseur parisien intéressé par son dernier projet de marina résidentielle. Il commanda un expresso et s'installa en terrasse, observant le balai des passants avec un détachement qui lui était devenu naturel. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. L'image de Gwendoline ce matin, debout dans l'embrasure de sa porte, refusait de quitter son esprit. Cette question qu'elle avait posée, « On fait quoi exactement ?» Il serra sa tasse entre ses mains. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils se mentaient, à eux-mêmes, l'un à l'autre, au monde entier. Mais c'était plus confortable ainsi. Pas de complications, pas d'attente, pas de déception. Sauf que ce matin, dans ses yeux noisettes, il avait vu quelque chose se briser. Une patience qui s'épuisait. Une femme qui commençait à comprendre qu'elle méritait mieux. « Monsieur Delacroix ?» Pasquale leva les yeux. Olivier Fontaine n'était pas seul. À ses côtés se tenait une femme d'une 40aine d'années, élégante dans son tailleur crème, ses cheveux châtains relevés en un chignon sophistiqué. Ses yeux gris le scrutaient avec une intensité qui le mit immédiatement mal à l'aise. « Ma sœur, Marguerite », présenta Olivier en s'asseyant. « Elle est psychologue, mais ne vous inquiétez pas, elle est là en tant qu'investisseuse. » Marguerite sourit, un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Mon frère aime plaisanter sur ma profession. En réalité, j'ai hérité d'une partie de l'entreprise familiale et je m'assure simplement que nos investissements sont sains. » Le mot résonna étrangement. Sain. Quand est-ce que quelque chose dans sa vie avait été sain pour la dernière fois? La réunion dura 2 heures. Pasquale présenta son projet avec son efficacité habituelle. Plan détaillé, projection financière, vision à long terme. Il était dans son élément, ce territoire confortable où les chiffres remplacèrent les émotions et où chaque risque pouvait être calculé, anticipé, maîtrisé. Mais Marguerite posait des questions déroutantes, pas sur les rendements ou les délais, sur la vision, sur l'intention, sur ce qui rendait ce projet différent des dizaines d'autres complexes résidentiels qui poussaient comme des champignons le long de la côte. « Pourquoi celui-ci » demanda-t-elle finalement, ses doigts pianotant doucement sur la table. « Qu'est-ce qui vous pousse à construire cet endroit précisément » Pasquale fronça les sourcils. « Les opportunités du marché sont claires. La demande pour ce type de propriété haut de gamme. »« Je ne parle pas du marché, » l'interrompit-elle gentiment. « Je vous demande pourquoi vous. Qu'est-ce que vous cherchez à construire vraiment ?» Le silence qui suivit fut électrique. Olivier toussa, gêné, mais Marguerite ne détournait pas le regard. Pasquale sentit quelque chose remuer en lui, une colère froide mêlée à une vulnérabilité qu'il n'avait pas autorisée. « Je construis ce que les gens veulent acheter, » répondit-il sèchement. « C'est aussi simple que ça. »« Rien n'est jamais aussi simple, » murmura Marguerite avant de consulter sa montre. « Nous devons y aller, Olivier. Monsieur Delacroix, merci pour cette présentation. Nous vous recontacterons. » Après leur départ, Pasquale resta assis, son expresso refroidi devant lui. Cette femme avait réussi à le déstabiliser en moins de 2 heures. Pire encore, elle avait planté une graine de doute qui commençait déjà à germer. Son téléphone vibra. Un message de son associé, Luca. « La réunion avec les Fontaines s'est bien passée. Ils sont connus pour être difficiles. » Pasquale ne répondit pas. À la place, il se surprit à ouvrir sa conversation avec Gwendoline. Leur dernier échange datait de ce matin. « À ce soir. »
Il contempla ces mots, si simples et pourtant si chargés de non-dits. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier. Il voulait écrire quelque chose, n'importe quoi qui pourrait combler le vide qu'il sentait grandir entre eux. Mais les mots restèrent bloqués quelque part entre son cerveau et son cœur. Il rangea son téléphone et quitta la terrasse. Sur le chemin du retour vers Marseille, Pasquale fit un détour par Cassis. Le petit port de pêche était un de ses endroits préférés, un refuge quand le poids de sa vie devenait trop lourd. Il se gara face à la mer et descendit marcher sur la jetée. Le vent méditerranéen lui fouettait le visage, portant avec lui l'odeur d'iode et d'infini. Des mouettes criaillaient au-dessus de sa tête, indifférentes aux tourments humains. Il s'assit sur un banc, les yeux fixés sur l'horizon. Il pensait à son père. Giuseppe Delacroix était mort il y a 15 ans d'une crise cardiaque, foudroyé à 52 ans alors qu'il était au sommet de sa carrière d'entrepreneur. Mais Pasquale connaissait la vérité que tout le monde avait préféré ignorer. Son père s'était tué à la tâche pour échapper à un mariage malheureux, à une femme qu'il avait aimée autrefois mais qui était devenue une étrangère. Sa mère, Isabelle, avait survécu en se transformant en statue de glace. Élégante, distante, parfaite en société. Morte à l'intérieur. Pasquale avait grandi en les observant, apprenant cette leçon cruciale. L'amour était un piège magnifique qui vous dévorait de l'intérieur. Alors il avait fait un choix. Pas d'amour, pas d'attache, pas de destruction lente et douloureuse, juste des arrangements clairs, des frontières nettes, des cœurs protégés. Gwendoline était censée être un de ces arrangements, sauf qu'elle ne l'était plus. Peut-être ne l'avait-elle jamais été. Son téléphone sonna, un numéro inconnu. « Monsieur Delacroix, Marguerite Fontaine. J'espère que je ne vous dérange pas. » Pasquale se raidit. « Comment avez-vous eu mon numéro personnel ?»« Mon frère me l'a donné. » Une pause. « Écoutez, ce que je vais dire va vous sembler étrange, mais je ne crois pas aux coïncidences. Votre projet m'intéresse, mais pas pour les raisons qu'Olivier imagine. J'ai vu quelque chose en vous aujourd'hui, quelqu'un qui construit des murs aussi solides que ces bâtiments. »« Je ne suis pas un de vos patients, » répliqua Pasquale froidement. « Non, vous êtes quelqu'un qui se noie en pleine mer et qui refuse la bouée de sauvetage. » Sa voix était douce mais implacable. « Je vous propose quelque chose, pas une thérapie, juste une conversation. Dans une semaine, même endroit, même heure, sans Olivier, sans business, juste vous et moi et une question. Qu'est-ce que vous fuyez vraiment ? Et si je refuse ? Alors vous continuerez à construire des palaces vides pour des gens riches et à rentrer chaque soir dans une vie qui vous ressemble de plus en plus à une prison dorée. » Elle marqua une pause. « Mais je pense que vous êtes plus courageux que ça. »« À dans une semaine, Pasquale. » Elle raccrocha avant qu'il puisse répondre. Pasquale fixa son téléphone comme si c'était une grenade dégoupillée. Cette femme était soit complètement folle, soit dangereusement perspicace. Probablement les deux. Il consulta l'heure. 17h30. Gwendoline finissait son travail à 18h. Elle prendrait le métro, passerait chez elle se changer, puis viendrait chez lui vers 20h. La routine, leur danse familière. Mais cette fois, quelque chose en lui se révoltait contre ce scénario prévisible. Il démarra sa voiture et prit la direction de Marseille. Pas vers son penthouse, vers Noailles, vers elle. Gwendoline poussa la porte de son studio avec un soupir de soulagement. La journée avait été interminable. Sa patronne, Delphine, avait passé 3 heures à critiquer une campagne publicitaire sur laquelle elle avait travaillé pendant 2 semaines. Chaque mot, chaque virgule, chaque choix de couleur avait été disséqué avec une minutie sadique. Elle jeta son sac sur le canapé défraîchi et se laissa tomber à côté. Le studio était minuscule, 25 mètres carrés coincés au 3e étage d'un immeuble du quartier de Noailles. Pas de balcon, une kitchenette grande comme un placard, une salle de bain où on pouvait à peine se retourner. Mais c'était à elle, son refuge, le seul endroit où elle pouvait respirer sans sentir le poids du regard de quelqu'un. Son téléphone vibra. Un message de sa meilleure amie, Léa. « Soirée crêpe chez moi vendredi. Tu peux amener ton fantôme si tu veux. » Gwendoline sourit malgré elle. Léa était la seule personne qui connaissait l'existence de Pasquale. La seule qui avait le droit de l'appeler le fantôme. Ce fantôme qui apparaissait dans sa vie selon son bon vouloir et disparaissait quand ça l'arrangeait.
Elle tapa une réponse. « Je viens seule, comme d'habitude. » 3 points clignotants. Puis, « Un jour tu vas te réveiller, ma belle. J'espère juste que ce ne sera pas trop tard. » Gwendoline posa son téléphone, la gorge serrée. Léa avait raison. Elle le savait. Tout le monde le savait. Sauf qu'aimer Pascal n'était pas une décision rationnelle. C'était une addiction, une maladie douce et dévastatrice qui l'avait contaminée dès leur première rencontre. Elle se souvenait de ce soir-là avec une clarté photographique, un vernissage au Mucem organisé par son agence. Elle était là pour travailler, distribuer des flyers, sourire aux invités. Lui était là par obligation sociale, beau et distant dans son costume 3 pièces. Leurs regards s'étaient croisés au-dessus d'un plateau de canapé et quelque chose s'était produit. Une reconnaissance inexplicable, comme si 2 solitaires s'étaient retrouvés dans une foule. Ils avaient parlé jusqu'à minuit. Pas de son empire immobilier, pas de son travail à elle. De choses insignifiantes et essentielles. Les livres qui avaient marqué leur adolescence, la façon dont la mer changeait de couleur selon l'heure, le goût du vrai citron dans une tarte, des conversations qui ne menaient nulle part et partout à la fois. Il l'avait raccompagnée. À la porte de son immeuble, il s'était penché et elle avait cru qu'il allait l'embrasser. Mais il avait simplement murmuré « Je ne suis pas quelqu'un de bien pour toi ». Elle aurait dû l'écouter. Un coup à la porte la tira de ses pensées. Elle fronça les sourcils. Personne ne venait jamais la voir sans prévenir. Son cœur fit un bond stupide dans sa poitrine. Elle ouvrit. Pascal se tenait dans le couloir, une main contre le chambranle, essoufflé comme s'il avait monté les escaliers en courant. Ses cheveux étaient décoiffés, sa cravate desserrée. Il avait l'air d'un homme qui venait de prendre une décision insensée et qui n'était pas encore sûr de pouvoir l'assumer. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle, incapable de masquer sa surprise. Il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux sombres la détaillaient, comme s'il la voyait pour la première fois. Ou peut-être comme s'il essayait de graver son image dans sa mémoire. « Je ne sais pas, » avoua-t-il finalement. « J'étais dans ma voiture et je me suis retrouvé ici. » Gwendoline sentit son cœur se serrer. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une fissure dans l'armure. « Entre » dit-elle en s'écartant. Pascal pénétra dans le studio et soudain l'espace sembla rétrécir. Il était trop grand pour ce lieu, trop présent, trop réel. Il regarda autour de lui, prenant conscience pour la première fois de l'endroit où elle vivait vraiment. Les murs qui avaient besoin d'une couche de peinture, le radiateur qui grinçait, les livres empilés par terre faute d'étagères. « C'est petit, » constata-t-il. « C'est chez moi, » répliqua-t-elle avec une pointe de défi. Il hocha la tête, et quelque chose passa sur son visage. De la honte, peut-être, ou du respect. « Tu veux boire quelque chose ?» proposa-t-elle, mal à l'aise avec ce silence. « Non. » Il se passa une main dans les cheveux. « Gwendoline, ce matin, ta question. »« Oublie ça, » l'interrompit-elle rapidement. « J'étais fatigué. Je n'aurais pas dû. »« Non. » Sa voix était ferme. « Tu avais raison de la poser. Je te dois une réponse. » Gwendoline s'assit sur le canapé, ses jambes soudain incapables de la porter. Pascal resta debout, les mains dans les poches, comme un homme qui s'apprête à sauter d'un avion sans parachute. « J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, » commença-t-il. « Une femme, une psychologue. Elle m'a dit que je construisais des murs. » « Et alors ?» Gwendoline essayait de garder sa voix neutre, mais la jalousie mordait déjà. « Elle a tort ? Non, elle a raison. » Il la regarda enfin, et l'intensité de ce regard la transperça. « J'ai construit des murs autour de moi depuis si longtemps que je ne sais même plus pourquoi. Je me suis dit que c'était pour me protéger, mais peut-être que je me protégeais de la mauvaise chose. »« De quoi tu parles ?» Il s'approcha, s'agenouilla devant elle, et prit ses mains dans les siennes. Ce geste était si inhabituel, si vulnérable, que Gwendoline sentit les larmes monter. « J'ai peur, » avoua-t-il dans un souffle. « J'ai peur de ce que tu représentes. J'ai peur de ce que je ressens quand je suis avec toi. J'ai peur de devenir comme mon père, ton père. Il aimait ma mère, tellement qu'il s'est perdu en elle. Et quand cet amour s'est transformé en autre chose, en obligation, en ressentiment, il n'a pas su s'en sortir. Alors il s'est noyé dans le travail jusqu'à ce que son cœur lâche. Sa voix se brisa. J'avais 20 ans quand il est mort, et je me suis juré que je ne deviendrais jamais comme lui, que je ne me laisserais jamais détruire par l'amour.
Gwendoline sentit quelque chose se fissurer en elle. Toutes ces années, tous ces mois de distance, de froideur calculée, de rendez-vous nocturnes sans lendemain. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était de la terreur. « Pascal, laisse-moi finir. » Il serra ses mains plus fort. « J'ai cru que je pouvais te garder à distance, te voir sans m'attacher. Mais c'était idiot. Parce que tu es déjà là, Gwendoline. Tu es dans chaque pensée, dans chaque silence, dans chaque décision que je prends. Et ça me terrifie. » Les larmes coulaient, maintenant librement sur les joues de Gwendoline. « Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire ?»« Je suis en train de te dire que j'ai peur. » Il leva une main et essuya doucement ses larmes. « Mais j'ai encore plus peur de te perdre. » Le silence qui suivit fut différent de tous ceux qu'ils avaient à partager. Il n'était pas lourd de non-dits, il était plein de possibles. Gwendoline se pencha, posa son front contre le sien. « Je ne te demande pas d'être parfait. Je ne te demande pas de ne plus avoir peur. Je te demande juste d'arrêter de me tenir à distance. Je ne sais pas si je sais faire autrement. Alors apprends. » Elle captura son regard. « Apprends avec moi. » Pascal ferma les yeux et pour la première fois depuis 2 ans, il laissa tomber ses défenses. Il l'embrassa, et ce n'était pas comme leurs autres baisers. Calculé, contrôlé, sûr. C'était désordonné, désespéré, réel. Quand ils se séparèrent, il murmura contre ses lèvres « Reste cette nuit, ici, dans ton lit, dans ta vie. » Gwendoline sourit à travers ses larmes. « D'accord. » Ils s'allongèrent sur le petit canapé-lit emmêlés l'un dans l'autre, et pour la première fois depuis le début de leur histoire, ils s'endormirent ensemble. Pas dans son penthouse luxueux, dans son studio de 25 mètres carrés où les murs avaient besoin de peinture et où le radiateur grinçait. Mais c'était réel. Et c'était un début. Le réveil de Gwendoline sonna à 6h30, arrachant brutalement la bulle de douceur dans laquelle il s'était endormi. Elle tâtonna pour l'éteindre, consciente du poids inhabituel et réconfortant de Pascal contre son dos. Il dormait encore, son souffle régulier caressant sa nuque. Elle resta immobile quelques instants, savourant ce moment de normalité. C'était la première fois qu'ils se réveillaient ensemble dans son univers à elle. Pas de drap de soie égyptienne, pas de vue panoramique sur la mer, juste un canapé-lit grinçant et le bruit des voisins qui commençaient leur journée à travers les murs trop fins. « Quelle heure est-il » murmura Pascal, sa voix encore ensommeillée. « Tôt. Tu peux te rendormir. » Mais il resserra son étreinte autour de sa taille. « Non, je veux être là quand tu te prépares. » Gwendoline se retourna pour lui faire face. Dans la lumière grise du matin, il semblait différent. Plus jeune, peut-être, ou simplement plus humain. « Tu vas être en retard à tes réunions, » dit-elle en traçant du doigt une ligne imaginaire le long de sa mâchoire. « Je les annulerai. » Pascal. « Chage, je suis sérieux. » Il captura sa main, embrassa sa paume. « Tout peut attendre aujourd'hui. » Quelque chose dans sa voix la fit hésiter. Ce n'était pas une promesse en l'air, c'était une décision, une priorité réorganisée. Ils prirent leur petit déjeuner dans la minuscule cuisine. Gwendoline prépara du thé et grilla du pain pendant que Pascal, assis sur le comptoir faute de place, l'observait avec une attention qui la rendait nerveuse. « Quoi ?» finit-elle par demander. « Je réalise que je ne sais rien de ta vie. » Il secoua la tête, l'air presque embarrassé. « Comment tu prends ton thé, ce que tu manges au petit déjeuner, à quelle heure tu te lèves vraiment? Tu sais d'autres choses. Non, je connais ton corps. Ce n'est pas pareil. » Le silence qui suivit était chargé de cette vérité crue. Pendant 2 ans, ils s'étaient connus dans le noir, dans le silence, dans l'anonymat relatif de leur rendez-vous nocturne. Mais la lumière du jour révélait tout ce qu'ils avaient évité. « Alors pose-moi des questions, » dit Gwendoline en s'appuyant contre le réfrigérateur. Pascal réfléchit. « Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ?» Elle sourit. « Vétérinaire. Je voulais sauver tous les animaux du monde. » « Pourquoi tu ne l'as pas fait ?»« Parce que la vie en a décidé autrement. » Son sourire s'estompa. « Ma mère est tombée malade quand j'avais 17 ans. Cancer du sein. J'ai dû mettre mes études entre parenthèses pour m'occuper d'elle. Quand elle est morte 2 ans plus tard, je n'avais plus les moyens de reprendre. Alors j'ai trouvé ce travail et je suis resté coincé. » Pascal descendit du comptoir, s'approcha d'elle. « Je suis désolé. Je ne savais pas. » « Comment aurais-tu pu? On ne parle jamais. » Il accusa le coup. « On va changer ça. » « Des promesses, Pascal. »
Elle leva les yeux vers lui. « Tu n'es pas obligé de me promettre quoi que ce soit. Hier soir, c'était... » « Réel, l'interrompit-il. « C'était réel, et je ne vais pas reculer maintenant. » Gwendoline voulait le croire, vraiment. Mais 2 ans de miettes ne s'effaçaient pas en une nuit, aussi magique soit-elle. « J'ai une proposition, dit-il soudain. « Lyon. »« Quoi, Lyon ?»« Ah, tu as parlé une fois d'une opportunité là-bas, dans une grosse agence. » Gwendoline se figea. C'était il y a 3 mois. Elle avait mentionné en passant qu'un ancien collègue lui avait proposé un poste. Elle n'aurait jamais cru qu'il l'écoutait vraiment. « J'ai refusé. »« Pourquoi ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « À cause de toi. » Pascal ferma les yeux et elle vit la douleur traverser son visage. « Gwendoline, ne t'en veux pas, c'était mon choix. Stupide mais mien. Rappelle-les. » Sa voix était ferme. « Dis-leur que tu es intéressé. »« Quoi ? Non, je... » « Écoute-moi. » Il prit son visage entre ses mains. « Je ne veux pas que tu restes ici par défaut. Je ne veux pas être une autre raison pour laquelle tu renonces à tes rêves. Si tu pars à Lyon et que ce que nous avons est réel, ça survivra. Et si ça ne survit pas, alors au moins tu auras avancé. » Les larmes piquèrent les yeux de Gwendoline. « Tu es en train de me dire de partir ? Je suis en train de te dire de choisir pour toi. Pour une fois. » C'était probablement la chose la plus généreuse qu'il lui ait jamais dite, et la plus terrifiante. « Et si je choisis de rester ? Alors reste parce que tu le veux vraiment, pas parce que tu as peur de me perdre. » Gwendoline se détourna, incapable de soutenir l'intensité de son regard. Son téléphone vibra sur le comptoir. Un message de Delphine. « Réunion client à 9 heures, sois à l'heure. »« Je dois aller travailler, » murmura-t-elle. « Je sais. » Pascal ramassa sa veste. « Je vais te laisser te préparer. » À la porte, il hésita. « Ce soir ? Chez moi ? Je cuisinerai. »« Tu cuisines ? Non. » Un sourire timide apparut sur ses lèvres. « Mais je vais apprendre. » Après son départ, Gwendoline resta longtemps sous la douche, laissant l'eau chaude emporter la confusion qui l'envahissait. Lyon. Il lui demandait de considérer Lyon. Une partie d'elle était furieuse. Comment osait-il la pousser vers la sortie juste au moment où il commençait enfin à construire quelque chose? Mais une autre partie, plus profonde, reconnaissait la sagesse de son geste. Il lui offrait ce qu'elle n'avait jamais eu. Un choix libre. Au bureau, elle fut incapable de se concentrer. Delphine remarqua sa distraction et fit un commentaire acerbe sur son manque de professionnalisme. Gwendoline acquiesça mollement, son esprit à 1000 lieues de là. À l'heure du déjeuner, elle appela Léa. « Il a dormi chez toi ?» s'exclama son amie. « Le fantôme a une adresse maintenant ?» « Léa, sérieusement, j'ai besoin de conseils. »« Raconte. » Gwendoline lui résuma la soirée, la confession de Pasquale, sa proposition concernant Lyon. Quand elle termina, un long silence suivit. « Léa ? » ?»« Je réfléchis. » Encore une pause. « Écoute, tu me demandes mon avis depuis 2 ans, et tu ne l'écoutes jamais. Mais cette fois, je vais être direct. Cet homme est soit en train de grandir, soit en train de te laisser partir avec élégance. Dans les 2 cas, tu dois faire ce qu'il dit. Appelle Lyon. Mais, pas de mais. La voix de Léa était ferme. Si tu restes maintenant, tu passeras le reste de ta vie à te demander ce qui se serait passé si tu étais parti. Et tu finiras par lui en vouloir, même si tout fonctionne entre vous. Gwendoline savait qu'elle avait raison. Elle l'avait toujours su. « D'accord, » murmura-t-elle, « je vais appeler. »« Bien. Et Gwen ? » ?»« Oui. » »« Quelle que soit sa décision à lui, assure-toi que c'est ta décision à toi d'abord. » Le reste de l'après-midi passa dans un brouillard. À 17 heures, Gwendoline sortit sur le parking de l'agence et composa le numéro qu'elle avait gardé dans ses contacts pendant 3 mois. « Antoine Mercier. »« Antoine ? C'est Gwendoline. Gwendoline Rousseau. »« Gwendoline !» La surprise dans sa voix était évidente. « Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. Le poste à Lyon. Il est toujours disponible. » Un silence. Puis, « Ça dépend. Tu es prête à commencer quand ?» Gwendoline ferma les yeux. « Dans 1 mois. »« Alors oui, il est à toi. » Quand elle raccrocha, ses mains tremblaient. Elle venait de faire quelque chose de complètement fou, ou peut-être la chose la plus sensée de sa vie. Elle envoya un message à Pascal,
J'ai appelé Lyon. Je commence dans un mois. Sa réponse arriva immédiatement. Je suis fier de toi. 3 mots. Mais il pesait plus lourd que tous les « je t'aime » qu'il ne lui avait jamais dit. Gwendoline monta dans le métro, son cœur battant la chamade. 1 mois. Dans 1 mois, tout allait changer, et elle n'avait aucune idée si Pascal serait encore là quand la poussière retomberait. Mais pour la première fois en 2 ans, elle avait fait un choix pour elle-même, et ça, personne ne pouvait le lui enlever. Le penthouse de Pasquale sentait le brûler quand Gwendoline arriva ce soir-là. Elle franchit la porte, fronçant les sourcils devant la fumée qui s'échappait de la cuisine. « Pasquale ? N'entre pas !» Sa voix était tendue, presque paniquée. « Tout est sous contrôle. » Elle ignora son avertissement et le trouva debout devant la cuisinière, une poêle fumante dans une main, un torchon dans l'autre, l'air complètement dépassé. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa chemise maculée de sauce tomate, et il y avait de la farine sur sa joue. Gwendoline ne put s'empêcher d'éclater de rire. « C'est pas drôle », marmonna-t-il en jetant le torchon sur le comptoir. « J'ai suivi la recette à la lettre. »« Qu'est-ce que tu essayais de faire ?»« Des pâtes carbonara. » Il désigna le désastre qui s'étalait devant eux. Apparemment, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Gwendoline s'approcha, examina les dégâts. Des œufs cassés partout, du fromage brûlé au fond d'une casserole, des pâtes trop cuites qui ressemblaient à de la colle. « Bon, » dit-elle en retroussant ses manches, « commande des plats à emporter et laisse-moi nettoyer ce champ de bataille. »« Non. » Il attrapa son poignet. « J'ai dit que je cuisinerais, alors je vais cuisiner. Aide-moi. » Il y avait quelque chose de touchant dans son obstination. Cet homme qui contrôlait des millions d'euros, qui dirigeait des dizaines d'employés, qui négociait des contrats internationaux, était complètement désarmé devant une cuisinière. « D'accord, » céda-t-elle, « mais cette fois tu fais exactement ce que je te dis. » Ils passèrent l'heure suivante à préparer un plat simple, des pâtes à l'ail et à l'huile d'olive. Gwendoline lui montra comment émincer l'ail finement, comment goûter les pâtes pour vérifier la cuisson, comment émulsionner l'huile avec l'eau de cuisson. Pasquale écoutait avec une concentration presque comique, prenant des notes mentales comme s'il assistait à une réunion d'affaires cruciale. « Tu es sérieux là ?» demanda-t-elle en le voyant mesurer précisément chaque ingrédient. « Très. » Il leva les yeux vers elle. « Si on va faire ça, autant le faire bien. »« Faire quoi? Cuisiner ?»« Non. » Il s'approcha, coinça une mèche de cheveux derrière son oreille. « Être ensemble, pour de vrai. » Le cœur de Gwendoline fit un bond dans sa poitrine. « Pasquale, laisse-moi parler. » Il posa la cuillère en bois. « J'ai réfléchi toute la journée, à ce que tu as dit ce matin, à Lyon, à nous, et j'ai réalisé quelque chose. Je t'ai gardé à distance parce que j'avais peur de ce qui se passerait si je te laissais entrer. Mais maintenant que tu es là, vraiment là, j'ai encore plus peur de ce qui se passera si je te laisse partir. » Gwendoline sentit les larmes monter. « Je ne pars pas tout de suite. On a 1 mois. 1 mois, ce n'est rien. » Il prit son visage entre ses mains. « Mais c'est aussi tout. Si je ne peux pas te montrer en 1 mois que je suis capable de changer, alors je ne le mérite pas. Ce n'est pas une question de mérite. Si. » Sa voix était ferme. « Tu mérites quelqu'un qui t'emmène dîner en public, qui te présente à ses amis, qui te dit au monde entier que tu es la femme la plus importante de sa vie, et je vais devenir cet homme, même si ça me tue. » Il l'embrassa alors, et c'était différent de tous leurs baisers précédents. Ce n'était pas du désir pur et simple, c'était une promesse, un engagement. Quand ils se séparèrent, Gwendoline murmura « Les pâtes vont brûler. » Qu'elles brûlent. Mais elle se dégagea en riant, retourna à la cuisinière. « Non, tu vas finir ce plat, et ensuite on va le manger, ensemble, comme un vrai couple. » Le dîner fut simple mais parfait. Ils s'installèrent sur la terrasse, la mer scintillant sous les étoiles, et partagèrent les pâtes que Pasquale avait miraculeusement réussi à ne pas carboniser. « C'est bon, » dit Gwendoline, surprise. « Ne prends pas cet air étonné. » Mais il souriait, visiblement fier de lui. Ils parlèrent pendant des heures, de tout et de rien. De son enfance à elle dans un petit village des Alpes, de ses étés passés à grimper aux arbres et à nager dans les rivières glacées, de son adolescence à lui à Nice, coincé entre les attentes de son père et sa propre quête d'identité. « J'étais censé faire médecine, » révéla Pascal. « Mon père avait tout planifié, mais je détestais l'idée de passer ma vie dans un hôpital. Je voulais construire,
créer quelque chose de tangible. On s'est battu pendant des mois. Finalement, il a cédé, mais il ne m'a plus jamais regardé de la même façon. Il était fier de toi quand même, j'en suis sûr. Peut-être. Pascal fit tourner son verre de vin. Mais il est mort avant que je puisse le prouver. Et maintenant, je ne saurai jamais. Gwendoline tendit la main, entrelaça ses doigts avec les siens. Tu n'as rien à prouver. À lui, non. Mais à toi? Il la regarda intensément. J'ai tout à prouver. Vers minuit, le téléphone de Pascal sonna. Il consulta l'écran, fronça les sourcils. C'est Lucas. Il ne m'appelle jamais si tard. Il décrocha. Oui? Gwendoline le vit se raidir progressivement, son visage perdant toute couleur. Quand? Une pause. D'accord, j'arrive. Il raccrocha, l'air sous le choc. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Gwendoline inquiète. Le projet de Marina. Quelqu'un a déposé une plainte pour non-conformité environnementale. Si elle est validée, on devra tout arrêter. Des mois de travail, des millions investis. Il se passa une main dans les cheveux. Je dois aller au bureau maintenant. À minuit, Lucas a convoqué une réunion d'urgence avec nos avocats. Il se leva, déjà en mode résolution de problème. Je suis désolé. Je sais que c'était censé être notre soirée, mais... Va, l'interrompit Gwendoline. C'est important. Il hésita, tiraillé. Viens avec moi. Quoi? Viens. Tu peux attendre dans mon bureau. Je ne veux pas que cette soirée se termine comme ça. Gwendoline aurait dû refuser. C'était du travail, son monde à lui, un endroit où elle n'avait pas sa place. Mais quelque chose dans son regard la fit accepter. D'accord. Les bureaux de Delacroix Immobilier occupaient tout le dernier étage d'une tour ultramoderne près du Vieux-Port. Quand ils arrivèrent, Lucas était déjà là, accompagné de 2 avocats en costume froissé qui avaient l'air aussi épuisés que stressés. Pascal présenta Gwendoline d'un ton désinvolte. « Ma compagne. Elle va attendre dans mon bureau. » Le mot résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. Ma compagne. Pas une amie. Pas quelqu'un. Ma compagne. Lucas haussa un sourcil surpris, mais ne dit rien. Les avocats hochèrent poliment la tête. Gwendoline s'installa dans le bureau de Pascal pendant qu'il rejoignait la salle de conférence. L'espace était impressionnant. Baies vitrées du sol au plafond, mobilier design, vue panoramique sur Marseille illuminée. Sur son bureau trônaient des maquettes de ses projets, des dossiers méticuleusement organisés. Et, coincé entre 2 rapports, une photo. Gwendoline s'approcha, le cœur battant. C'était elle. Une photo prise à son insu lors d'un de leurs rares après-midi ensemble, il y a 6 mois. Elle riait, les cheveux dans le vent, la mer en arrière-plan. Il l'avait gardée. Tout ce temps, pendant qu'il prétendait qu'elle n'était rien, qu'il n'était rien, il avait gardé cette photo sur son bureau. Les larmes coulèrent librement sur ses joues, toutes ces années de doute, de questionnement, d'invisibilité. Et il l'avait vue, il l'avait toujours vue. La porte s'ouvrit. Pascal entra, l'air épuisé. « La réunion est finie », demanda-t-elle en essuyant rapidement ses larmes. « Pour ce soir, oui, on reprend demain matin. » Il remarqua ses yeux rouges, suivit son regard vers la photo. « Tu l'as trouvée. Pourquoi tu ne m'as jamais dit ?» Il s'approcha, prit la photo entre ses mains. « Parce que ça rendait tout trop réel. Tant que c'était juste dans ma tête, je pouvais prétendre que ça ne comptait pas. Mais cette photo... » Il la reposa doucement. « Cette photo, c'est la preuve que je me mentais à moi-même. » Gwendoline se jeta dans ses bras et il la serra fort, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. « On va y arriver, » murmura-t-elle contre son torse. « Toi et moi, on va y arriver. J'espère que tu as raison. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. » Ils rentrèrent au penthouse alors que l'aube commençait à poindre, épuisés mais ensemble. Et pour la première fois, Gwendoline se permit de croire que peut-être, juste peut-être, ils avaient une chance. Une semaine s'était écoulée depuis cette nuit au bureau. Une semaine étrange et merveilleuse où Gwendoline avait l'impression de découvrir un Pasquale qu'elle n'avait jamais connu. Il l'appelait pendant sa pause déjeuner. Il passait la chercher après le travail. Il l'emmenait dîner dans de petits restaurants où personne ne les connaissait. Et il parlait jusqu'à ce que les serveurs commencent à ranger les chaises autour d'eux. Mais le spectre de Lyon planait toujours au-dessus de leur tête. 3 semaines. Il ne restait que 3 semaines avant son départ. Ce matin-là,
Gwendoline se réveilla seule. Elle trouva un mot sur l'oreiller. « Rendez-vous important à Aix. De retour ce soir. Prépare-toi pour quelque chose de spécial. P. » Elle sourit malgré l'appréhension qui lui nouait le ventre. Quelque chose de spécial. Avec Pasquale, ça pouvait signifier n'importe quoi. Au bureau, Delphine l'interpella avant même qu'elle n'atteigne son poste. « Rousseau, mon bureau. Maintenant. » Gwendoline échangea un regard inquiet avec sa collègue, Simone, avant de suivre sa patronne. Le bureau de Delphine était impeccable comme toujours. Chaque stylo à sa place, chaque dossier parfaitement aligné. « Asseyez-vous. » Gwendoline obéit, les mains crispées sur ses genoux. « J'ai appris que vous partiez à Lyon. » Le sang de Gwendoline se glaça. « Comment ?»« Antoine Mercier est un ancien client. Il m'a appelé pour des références. » Delphine croisa les bras. « Vous comptez me le dire quand exactement ? Je voulais vous parler cette semaine. » « Cette semaine ?» Le ton était glacial. « Vous travaillez ici depuis 4 ans, Gwendoline. 4 ans pendant lesquels je vous ai formé, supporté, promu, et vous me récompensez en partant sans préavis décent. J'ai donné mon préavis réglementaire, le minimum légal, magnifique. » Delphine se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. « Vous savez ce qui me déçoit le plus ? Ce n'est pas que vous partiez. C'est que vous ayez attendu si longtemps. » Gwendoline cligna des yeux, désorientée. « Je ne comprends pas. » « Vous valez mieux que cette petite agence, Gwendoline. » Delphine se retourna, et pour la première fois, son expression était presque bienveillante. « Je le sais depuis le début. Vous avez du talent, de la créativité, mais vous vous cachez. Vous acceptez les miettes qu'on vous jette. Pourquoi ?» La question resta suspendue dans l'air. Gwendoline sentit sa gorge se serrer. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle finalement. « Moi, je sais. » Delphine s'appuya contre son bureau. « Vous avez peur. Peur de prendre de la place, peur d'échouer, peur de réussir. Vous préférez être invisible, mais devinez quoi? L'invisibilité ne protège de rien. Elle vous vole juste votre vie. » Les larmes montèrent aux yeux de Gwendoline. Ces mots résonnaient trop fort, touchaient trop de vérité enfouie. « Lyon est une bonne décision, » continua Delphine. « Ne la sabotez pas, et si vous avez besoin d'une référence qui vous rend vraiment justice, appelez-moi. » Gwendoline hocha la tête, incapable de parler. « Maintenant, sortez. Vous avez du travail. » Le reste de la journée passa dans un brouillard. Les mots de Delphine tournaient en boucle dans sa tête. L'invisibilité ne protège de rien. Combien de fois avait-elle choisi de disparaître plutôt que d'affronter? Combien d'opportunités avait-elle laissé passer par peur? À 18 heures, son téléphone vibra. Un message de Pascal. « Je suis devant ton bureau. » Tenue élégante. Elle descendit et le trouva appuyé contre sa Mercedes en costume anthracite, une boîte dans les mains. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Ouvre. » À l'intérieur se trouvait une robe. Pas n'importe quelle robe. Une création en soie bleue, nuit, élégante et sophistiquée. Exactement sa taille. « Pascal. S'il te plaît. » Il avait l'air nerveux, ce qui était inhabituel. « Fais-moi confiance. » 1 heure plus tard, Gwendoline descendait de la voiture devant l'hôtel Intercontinental, l'endroit où ils s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt. Elle portait la robe et Pasquale n'avait cessé de la regarder comme si elle était la 8e merveille du monde. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle tandis qu'il lui offrait son bras. « Tu verras. » Ils ne prirent pas l'ascenseur principal. Pasquale l'emmena par un couloir latéral, montèrent un escalier de service et débouchèrent sur le toit-terrasse privé de l'hôtel. Gwendoline s'arrêta net. La terrasse avait été transformée. Des guirlandes lumineuses pendaient, comme des étoiles tombées du ciel. Une table pour 2 était dressée au centre, couverte de roses blanches. Et tout autour, debout dans la pénombre, se tenaient des gens. Des gens qu'elle ne connaissait pas, et quelques-uns qu'elle connaissait. Léa était là, en robe de cocktail, les yeux brillants. Lucas, l'associé de Pasquale. Quelques autres personnes qu'elle reconnut vaguement de photos, des membres de la famille de Pascal, des amis. « Qu'est-ce que... » Sa voix se brisa. Pascal se tourna vers elle, prit ses mains dans les siennes. « Pendant 2 ans, je t'ai caché. Je t'ai gardé dans l'ombre parce que j'avais trop peur d'admettre ce que tu représentais. Mais ce soir, je veux que le monde entier sache. » Il se mit à genoux. Le cœur de Gwendoline s'arrêta. « Non, » souffla-t-elle. « Pascal, non. Laisse-moi parler. » Sa voix tremblait. « Je ne te demande pas de m'épouser. Je sais que c'est trop tôt, que j'ai encore tout à prouver.
Mais je veux que tu saches, devant toutes ces personnes qui comptent pour moi, que tu n'es pas invisible. Tu n'as jamais été invisible. Tu es la femme que j'aime, et je ne vais plus jamais te cacher. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Gwendoline. « Espèce d'idiot, » murmura-t-elle. « Tu m'as fait croire que tu allais. »« Je sais. » Il se releva, l'enlaça. « Pardon, mais je voulais que ce soit clair. Je ne te demande pas de rester. Je ne te demande pas de sacrifier Lyon. Je te demande juste de me laisser t'aimer, publiquement. Vraiment, même si tu es à 400 kilomètres. » Elle l'embrassa alors devant tout le monde et des applaudissements éclatèrent. Quand ils se séparèrent, Léa était déjà là, les serrant tous les deux dans ses bras. « Il était temps, le fantôme, » dit-elle en essuyant ses propres larmes. Le dîner fut magique. Pasquale avait engagé un chef privé et chaque plat était une œuvre d'art. Mais plus que la nourriture, c'était l'atmosphère qui comptait. Pour la première fois, Gwendoline était présentée comme faisant partie de sa vie. Pas une accompagnatrice, pas un secret. Sa compagne, la mère de Pasquale, Isabelle, s'approcha d'elle pendant le dessert. C'était une femme élégante d'une 60aine d'années, avec les mêmes yeux sombres que son fils. « Mon fils m'a beaucoup parlé de vous. »« Vraiment ?»« Oui. » Un sourire triste passa sur son visage. « Il m'a dit que vous lui aviez appris qu'avoir peur n'était pas une raison pour ne pas aimer. » Gwendoline ne savait pas quoi répondre. Giuseppe, son père, avait tellement peur de montrer sa vulnérabilité qu'il s'est enfermé dans le travail. Isabelle regarda son fils qui riait avec Lucas de l'autre côté de la terrasse. « Je vois Pasquale faire les mêmes erreurs, mais vous l'avez fait sortir de sa prison. Je ne sais pas comment vous remercier. Il fait le chemin lui-même. Peut-être, mais tout le monde a besoin de quelqu'un qui croit en eux. » Elle prit la main de Gwendoline. « Prenez soin de mon fils et laissez-le prendre soin de vous. » Plus tard, quand les invités commencèrent à partir, Pasquale et Gwendoline restèrent seuls sur la terrasse. La ville scintillait en contrebas. La mer murmurait dans le lointain. « Tu es fâché que je t'ai fait croire à une demande en mariage ?» demanda-t-il. « Un peu. » Elle se blottit contre lui. « Mais c'était parfait quand même. »« Gwendoline ? » ?»« Oui. Un jour, je te demanderai pour de vrai. » Elle leva les yeux vers lui. « Et je dirai oui. Même si je suis compliqué ? Surtout parce que tu es compliqué. » Il l'embrassa. Et dans ce baiser, il y avait une promesse. Pas pour aujourd'hui, pas pour demain, mais pour un avenir qu'ils construiraient ensemble. « 3 semaines, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « 3 semaines, » répéta-t-il. « Et ensuite, on verra. Mais quoi qu'il arrive, on va y arriver. » Gwendoline voulait le croire. Elle voulait croire que l'amour pouvait survivre à la distance, au doute, à toutes les peurs qui continuaient à chuchoter dans son oreille. Mais ce soir, sous les étoiles, avec le poids de sa déclaration publique encore chaud dans son cœur, elle choisit de ne pas penser à après. Ce soir, elle choisit juste d'être là, visible, aimée, vivante. Et pour la première fois en 2 ans, c'était suffisant. 2 semaines. Il ne restait que 2 semaines avant Lyon, et Gwendoline sentait chaque jour lui glisser entre les doigts comme du sable. Elle et Pasquale existaient dans une bulle fragile, conscients que le temps jouait contre eux, mais refusant d'y penser trop fort. Ce matin-là, Pasquale avait son rendez-vous avec Marguerite Fontaine. Il était tendu pendant le petit déjeuner, remuant son thé sans le boire, regardant par la fenêtre avec une expression distante. « Tu n'es pas obligé d'y aller, » dit Gwendoline en posant sa main sur la sienne. « Si. » Il tourna son regard vers elle. « J'ai besoin de comprendre certaines choses. Sur moi. Sur pourquoi j'ai failli te perdre. Tu ne m'as pas perdu. Mais j'ai failli. » Il entrelaça ses doigts avec les siens. « Et je refuse de refaire les mêmes erreurs. » 1 heure plus tard, Pasquale était assis à la terrasse des 2 garçons à Aix-en-Provence, face à Marguerite. Elle avait commandé un café crème et l'observait avec cette intensité calme qui le mettait mal à l'aise. « Vous êtes venu, » dit-elle simplement. « Vous sembliez convaincu que je le ferais. Les gens qui ont vraiment peur de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes trouvent toujours des excuses. Ceux qui sont prêts à grandir trouvent du courage. » Elle but une gorgée. « Alors, Pasquale, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ?» La question était directe, sans détour. Il aurait pu mentir, dévier, partir. Mais quelque chose en lui en avait assez de fuir. La peur de devenir mon père. Marguerite hocha lentement la tête. « Parlez-moi de lui. »
Pasquale passa l'heure suivante à raconter ce qu'il n'avait jamais dit à personne. Giuseppe Delacroix, l'homme brillant qui construisait des empires le jour et se noyait dans le silence la nuit. Le mariage qui s'était lentement éteint, transformant deux personnes qui s'étaient aimées en étrangers, vivant sous le même toit. L'obsession du travail comme échappatoire. Et finalement, la crise cardiaque à 52 ans. Il est mort seul dans son bureau, murmura Pascal. Entouré de ses projets, de ses réussites, de tout ce qu'il avait construit pour échapper à sa propre vie. Et vous avez décidé que l'amour était le coupable. N'est-ce pas le cas? Il la défia du regard. S'il ne s'était jamais attaché, il n'aurait pas souffert. Non. La voix de Marguerite était douce mais implacable. S'il ne s'était jamais attaché, il n'aurait jamais vécu. La différence, Pascal, c'est que votre père a choisi de fuir quand les choses sont devenues difficiles. Vous avez le choix de ne pas faire la même erreur. Comment? Comment on fait pour que l'amour ne devienne pas un piège? En restant présent, en communiquant, en acceptant que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle se pencha en avant. Votre père n'est pas mort d'avoir trop aimé. Il est mort d'avoir cessé de se battre pour cet amour. Les mots frappèrent Pascal comme un coup de poing. Toute sa vie, il avait cru que son père était la victime de l'amour. Mais peut-être qu'il était juste la victime de sa propre lâcheté. « Gwendoline part à Lyon dans 2 semaines, dit-il soudain. Et vous avez peur, terrifié. De quoi? Que la distance vous sépare, ou qu'elle révèle que vous n'étiez pas aussi engagé que vous le pensiez. Pascal ferma les yeux. Je ne sais pas. Alors voici votre travail. Découvrez-le, avant qu'elle parte. Parce que si vous la laissez partir sans être sûr de vos sentiments, vous lui ferez plus de mal que si vous la laissiez partir complètement. Le reste de la journée, Pasquale conduisit sans but précis. Il finit par se retrouver à Cassis, sur cette jetée où il venait toujours quand il avait besoin de réfléchir. La mer était agitée aujourd'hui, les vagues se fracassant contre les rochers avec une violence qui reflétait son état intérieur. Son téléphone sonna. Lucas. « Pasquale, on a un problème. » Encore la plainte environnementale? Non, pire. Lucas semblait stressé. Les fontaines. Olivier a retiré son investissement. Il dit que sa sœur lui a déconseillé de travailler avec nous. Pascal sentit la colère monter. Marguerite? Elle a dit quoi exactement? Que tu n'étais pas stable émotionnellement pour mener un projet de cette envergure. Lucas laissa échapper un rire sans humour. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais elle a clairement un problème avec toi. Pascal raccrocha, furieux. Cette femme se permettait de juger sa vie professionnelle sur la base d'une conversation personnelle. Il était sur le point de la rappeler pour lui dire ses 4 vérités quand son téléphone sonna à nouveau. Marguerite. Avant que vous ne hurliez, commença-t-elle calmement, laissez-moi expliquer, car vous avez saboté mon projet. J'ai protégé mon frère d'un investissement risqué. Sa voix était posée. Pascal, vous êtes au milieu d'une crise personnelle majeure. Dans 2 semaines, la femme que vous aimez part à 400 km. Vous allez être distrait, émotionnellement instable, incapable de vous concentrer sur un projet de plusieurs millions. Mon frère ne mérite pas de perdre de l'argent à cause de vos problèmes non résolus. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits. Elle marqua une pause. Mais voici ce que je vous propose. Réglez vos problèmes. Prenez une décision claire concernant Gwendoline et Lyon. Et dans 3 mois, si vous êtes toujours intéressé, nous reparlerons de l'investissement. 3 mois. Le projet aura pris du retard. Alors trouvez d'autres investisseurs, ou prenez ces 3 mois comme un cadeau, un temps pour choisir vraiment ce qui compte. Elle soupira. Pascal, vous êtes à un carrefour. D'un côté, votre carrière construite sur le contrôle et la distance émotionnelle. De l'autre, une vie avec quelqu'un qui vous demande d'être vulnérable. Vous ne pouvez pas avoir les deux tant que vous n'acceptez pas que la vulnérabilité peut être compatible avec le succès. Elle raccrocha avant qu'il puisse répondre. Pascal resta assis dans sa voiture pendant 1 heure, les mots de Marguerite résonnant dans sa tête. Elle avait raison. Aussi frustrant que ce soit, elle avait raison. Il ne pouvait pas continuer à compartimenter sa vie, à séparer ses émotions de son travail, son cœur de sa tête. Il devait choisir. Vraiment choisir. Le soir tombait quand il rentra au Penthouse. Gwendoline était là, préparant le dîner dans sa cuisine. Elle portait une de ses chemises, ses cheveux attachés en un chignon désordonné, et quand elle se retourna et lui sourit, quelque chose en lui se brisa définitivement. « Comment s'est passé ton rendez-vous » demanda-t-elle, instructif.
Il s'approcha, l'enlaça par derrière. « Est compliqué. Tu veux en parler ? » ?»« Oui, mais pas maintenant. » Il enfouit son visage dans son cou, respira son odeur. « Maintenant, je veux juste être ici, avec toi. » Ils dînèrent sur la terrasse, la conversation légère, mais les silences lourds de non-dits. Gwendoline sentait que quelque chose avait changé, mais elle n'osait pas demander quoi. « Lyon appelle demain pour finaliser les détails de mon contrat, » dit-elle finalement. Pascal hocha la tête. « Tu es prête ?»« Je ne sais pas. » Elle joua avec son verre de vin. « Une partie de moi est excitée, terrifiée mais excitée, l'autre partie. Veut rester ici, veut savoir que tu seras là quand je reviendrai. » Le silence qui suivit fut électrique. « Gwendoline, » commença Pascal, sa voix tremblante, « j'ai quelque chose à te dire. Tu vas me demander de ne pas y aller. » « Non. » Il prit ses mains. « Je vais te dire que j'ai décidé de venir avec toi. » Gwendoline le regarda sous le choc. « Quoi ? » ?»« Pas définitivement, pas tout de suite, mais je vais organiser mon travail pour passer au moins 1 semaine par mois à Lyon. Je vais trouver un bureau satellite là-bas. Je vais faire en sorte que ça marche. » Les larmes montèrent aux yeux de Gwendoline. « Pascal, tu ne peux pas bouleverser toute ta vie pour moi. Ce n'est pas un bouleversement, c'est un choix. » Il se leva, l'attira dans ses bras. « J'ai passé ma vie à construire des murs. Il est temps que je construise des ponts, et le premier pont mène à toi. » Elle pleura contre son torse, toutes les émotions des dernières semaines se déversant enfin. La peur, l'espoir, l'amour, le doute, tout. « On va y arriver, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je ne sais pas comment, mais on va y arriver. » Cette nuit-là, allongée dans le noir, leur corps emmêlés, Gwendoline sentit quelque chose se solidifier en elle. Une certitude. Quoi qu'il arrive à Lyon, quelles que soient les difficultés qui les attendaient, ils avaient choisi de se battre. Et parfois, le choix était tout ce dont on avait besoin. 1 semaine avant Lyon, Gwendoline emballait ses dernières affaires, chaque objet pesant comme une décision définitive. Pasquale la réveilla avant l'aube. « Habille-toi, on part. » 2 heures plus tard, ils s'arrêtèrent devant une vieille bastide en pierre perdue dans les Alpes de Haute-Provence. Les volets bleus délavés, le jardin sauvage, les murs qui racontaient des histoires anciennes. « Elle appartient à un client », expliqua Pascal en sortant une clé. « Je lui ai fait une offre. L'intérieur était magnifique malgré la poussière. Haut plafond, poutres apparentes, lumière dorée inondant chaque pièce. C'est à mi-chemin entre Marseille et Lyon. » Il prit ses mains. « Ça prendra 1 an. Peut-être 2 avec les rénovations. Mais je nous ai imaginé ici, notre endroit, notre avenir. » Gwendoline pleura contre lui. « C'est parfait. » Ils passèrent la journée à rêver. La cuisine rénovée, une terrasse, un jardin, puis son téléphone sonna. Lucas. Quand il revint, son visage était fermé. « Le projet de Marina. La plainte environnementale est validée. Tout s'arrête. » Il évita son regard. « Les investisseurs paniquent. Réunion d'urgence à Paris, demain. Ça pourrait durer toute la semaine. » Gwendoline sentit son estomac se nouer. « Je pars dimanche, dans 6 jours. Je sais. » Le conflit était évident sur son visage. « Si je n'y vais pas, on risque de perdre tous nos investisseurs. Des emplois sont en jeu, des familles. » Elle voulait crier, mais elle voyait la réalité. « Combien de temps ? » « Minimum 2 jours, maximum. Toute la semaine. » « Alors va. » Sa voix se brisa. « Mais si tu rates mon départ, je serai là dimanche. » Il l'embrassa désespérément. « Je te le promets. » Le trajet de retour fut silencieux. Chez Léa, ce soir-là, Gwendoline vida son cœur. « J'ai peur qu'au moment crucial, je sois encore. Pas assez. »« Cette fois, c'est différent, » dit Léa fermement. « Il t'a expliqué. Il t'a montré le conflit, et il a promis d'être là. Tu auras ta réponse dimanche. » À Paris, Pasquale était enfermé dans des réunions interminables. Son esprit dérivait constamment vers Gwendoline, vers la maison, vers la promesse qu'il devait tenir. À minuit, la première journée se termina. Lucas semblait soulagé. Encore 2 jours de négociations et on devrait avoir un accord, peut-être 3. 3 jours. Vendredi au mieux. 1 jour et demi avec elle. Il appela Gwendoline. « Ça va prendre jusqu'à vendredi. »« Peut-être. » Le silence qui suivit fut douloureux. « Alors tu auras 2 jours. »« Je sais que ce n'est pas assez. »
Arrête de t'excuser et règle ce problème vite, parce que si tu n'es pas là dimanche... » Sa voix se brisa. « Je serai là, même si ça coûte l'investissement. Ne sacrifie pas ton entreprise pour moi, mais ne me sacrifie pas non plus. Trouve un équilibre, pour une fois. » Après avoir raccroché, Pasquale resta dans le noir. Trouver un équilibre, c'était exactement ce qu'il n'avait jamais su faire. Il prit une décision. Demain, il pousserait pour une résolution rapide, même imparfaite. Il négocierait dur. Et si nécessaire, il partirait avant la fin, confiant à Lucas de terminer. Il composa un autre numéro. « Lucas, c'est moi. Je rentre à Marseille au plus tard samedi soir. Tu gères le reste. »« Quoi, mais les réunions ? » ?»« Tu peux les gérer. Je te fais confiance. » Pascal sourit dans l'obscurité. « Ce projet, c'est toi qui vas le sauver, pas moi. » Un silence. « C'est à cause de Gwendoline. C'est à cause de moi. Il est temps que je construise quelque chose qui compte vraiment. » Quand il raccrocha, il se sentit plus léger. Il ne savait pas si c'était sage, mais il savait une chose. Quelqu'un était plus important que la perfection professionnelle. Et cette personne prenait un train dimanche matin, avec ou sans lui. Il avait choisi, avec lui. Définitivement. Gwendoline se réveilla avec un poids sur la poitrine. 4 jours. Il ne restait que 4 jours avant Lyon, et Pasquale n'était pas encore rentré de Paris. Il avait envoyé des messages, appelé 2 fois, mais ce n'était pas pareil. Les promesses semblaient s'évaporer dans la distance. Elle traîna au lit plus longtemps que d'habitude, fixant le plafond fissuré de son studio. Dans quelques jours, ce ne serait plus son plafond. Elle dormirait dans un appartement à Lyon qu'elle n'avait vu qu'en photo. Elle travaillerait avec des gens qu'elle ne connaissait pas. Elle construirait une vie sans Pasquale dans les parages. L'idée la terrifiait et l'excitait en même temps. Son téléphone sonna. Un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô ? Gwendoline Rousseau ?» Une voix de femme, professionnelle. « Je suis Mathilde Berger, de l'agence Mercier & Associés à Lyon. » Le cœur de Gwendoline fit un bond. « Oui, c'est moi. Je voulais vous confirmer votre arrivée lundi prochain. Nous avons organisé une petite réception pour vous accueillir. Toute l'équipe est impatiente de vous rencontrer. » C'est très gentil. Merci. Après avoir raccroché, Gwendoline resta assise sur son lit, les mains tremblantes. C'était réel. Ça arrivait vraiment. Plus de retour en arrière possible. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle ouvrit, s'attendant à trouver le facteur ou un voisin. C'était Pasquale. Il avait l'air épuisé, les cheveux en bataille, une ombre de barbe sur le visage. Mais il était là, un sac de voyage à la main et quelque chose dans les yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Tu es rentré. Je t'avais dit que je rentrerais. » Il entra, laissa tomber son sac. « Gwendoline, on doit parler. » Son ton la fit paniquer. « Tu vas me dire que ça ne marchera pas, que la distance, c'est trop compliqué, que... » « Non. » Il prit son visage entre ses mains. « Je vais te dire que j'ai démissionné. » Gwendoline cligna des yeux. « Quoi ? » « Pas complètement, mais j'ai transféré la direction opérationnelle à Lucas. Je reste associé, consultant, mais je ne gère plus le quotidien. » Il sourit et c'était un sourire libéré. « Je vais ouvrir un bureau satellite à Lyon. Petit, juste moi et peut-être un assistant. Je vais me concentrer sur des projets plus personnels, plus petits, des choses qui ont du sens. » Les larmes montèrent aux yeux de Gwendoline. « Pasquale, tu ne peux pas. »« Si, je peux. » Il l'embrassa doucement. « J'ai passé ma vie à construire un empire que je ne voulais même pas vraiment. Je l'ai fait pour prouver quelque chose à mon père mort, pour me protéger des émotions. Mais tu sais quoi? J'en ai marre de me protéger. Je veux vivre. Et je veux vivre avec toi. » Gwendoline pleura contre lui, toutes les barrières qu'elle avait construites ces derniers jours s'effondrant. « Et si on échoue? Et si la distance nous détruit quand même? Alors on aura au moins essayé, vraiment essayé. » Il recula pour la regarder dans les yeux. « Plus de demi-mesure, Gwendoline. Plus de te garder dans l'ombre. Je veux tout, et je veux le construire avec toi. » Ils passèrent à la journée ensemble, emmêlés sur le petit canapé-lit, parlant de tout et de rien. Pasquale lui raconta sa conversation avec Lucas, qui avait été surpris mais compréhensif, sa mère qui avait pleuré de soulagement en apprenant qu'il ralentissait enfin. « Elle m'a dit quelque chose, » murmura Pasquale. « Elle a dit que mon père serait fier de moi. Pas parce que j'ai construit un empire, mais
parce que j'ai le courage de choisir différemment. » « Il serait fier, » confirma Gwendoline. « J'en suis sûr. » Le soir, Léa vint les chercher pour un dîner d'adieu improvisé. Elle avait invité quelques amis proches de Gwendoline dans un petit restaurant du Panier. L'atmosphère était douce amère, remplie de rires et de larmes. « À la nouvelle vie de Gwen », porta un toast Léa, « que Lyon soit tout ce qu'elle mérite. » « À Gwen », répétèrent les autres en levant leurs verres. Pascal serra la main de Gwendoline sous la table. « À nous », murmura-t-il. « À nous », répéta-t-elle. Mais au milieu du dîner, le téléphone de Gwendoline vibra. Un message d'Antoine, son futur patron. « Petit changement de plan. Peux-tu arriver dimanche au lieu de lundi? Grosse opportunité client, besoin de toi sur le projet dès le début. Désolé du court préavis. » Gwendoline sentit le monde basculer. Dimanche, dans 2 jours. Elle montra le message à Pascal. Son visage se ferma légèrement avant de retrouver un sourire forcé. « C'est bien. Ça veut dire qu'ils ont vraiment besoin de toi. » Pascal. « Non, vraiment. C'est une bonne chose. » Mais sa voix tremblait légèrement. Le reste du dîner passa dans un brouillard. Tout le monde essayait de maintenir la bonne humeur, mais la nouvelle avait jeté une ombre sur la soirée. De retour au studio, Gwendoline et Pascal restèrent longtemps enlacés dans le noir. « 2 jours, » murmura-t-elle. « On n'a que 2 jours. Alors faisons en sorte qu'ils comptent. » Le lendemain, Pascal l'aida à finir ses cartons. Ils travaillèrent en silence, chaque objet emballé semblant creuser un peu plus le fossé entre eux. À midi, ils s'arrêtèrent pour déjeuner, mais aucun des deux n'avait vraiment faim. « J'ai peur », avoua finalement Gwendoline. « Moi aussi. Et si on se perd dans tout ça? Et si la distance transforme ce qu'on a en quelque chose de... Ça n'arrivera pas. » Pascal prit ses mains. « Écoute-moi, je sais que j'ai mis du temps à comprendre. Je sais que j'ai failli tout gâcher. Mais maintenant que je t'ai vraiment, je ne vais pas te laisser partir. Tu ne me laisses pas partir, je pars. » « Non. » Il secoua la tête. « Tu avances. Et je t'accompagne. Juste d'une manière différente. » L'après-midi, ils retournèrent à la Bastide. Pascal voulait qu'elle la voie une dernière fois avant de partir. L'offre avait été acceptée et les papiers seraient signés dans quelques semaines. Ils s'assirent sur les marches de pierre, regardant le soleil descendre derrière les collines. « J'ai imaginé notre première Noël ici, » dit Pascal. « La cheminée allumée, la neige dehors peut-être. Toi et moi, juste nous deux. Tu en auras ce Noël. » Gwendoline posa sa tête sur son épaule. « Je te le promets. Dans 6 mois, cette maison sera prête. On pourra enfin y habiter. 6 mois, ce n'est rien. 6 mois, c'est une éternité. » Ils restèrent là jusqu'à ce que la nuit tombe complètement, comme s'ils pouvaient arrêter le temps en refusant de bouger. Le dernier jour arriva trop vite. Gwendoline devait prendre le train à 15 heures. La matinée fut un tourbillon de dernières vérifications, de valises bouclées, de messages d'adieu. À midi, Pascal l'emmena déjeuner au restaurant où ils avaient eu leur premier vrai rendez-vous des semaines plus tôt. L'endroit était presque vide et ils prirent la même table près de la fenêtre. « Tu te souviens de ce que tu m'as demandé ce soir-là » demanda Gwendoline. « Je t'ai demandé pourquoi tu restais avec moi alors que je ne te donnais rien. Et tu sais ce que j'aurais dû répondre ? Quoi ? Que je restais parce que je voyais qui tu pouvais être. Pas qui tu étais, mais qui tu allais devenir. » Elle sourit à travers ses larmes. Et j'avais raison. Pascal ne put retenir ses propres larmes. « Je ne sais pas comment te dire au revoir. » « Alors ne le dis pas. » Elle se pencha, l'embrassa doucement. « Dis-moi à bientôt. » À la gare Saint-Charles, sur le quai, ils se tinrent face à face, les mains entrelacées. Léa était là aussi, donnant à Gwendoline l'espace dont elle avait besoin, mais restant proche pour le soutien. « Appelle-moi dès que tu arrives, » dit Pascal. « Promis. Et si c'est trop dur, si tu as besoin de moi, je sais, tu seras là. » Elle toucha son visage. « Pascal, merci. Pour tout. Pour avoir enfin choisi. C'était le choix le plus facile que j'ai jamais fait. » L'annonce du départ résonna dans la gare. Dernière minute. « Je t'aime, » dit Pascal, les mots sortant naturellement pour la première fois. « Je t'aime, Gwendoline, et je vais te le prouver chaque jour. Je t'aime aussi. » Elle l'embrassa une dernière fois. « Maintenant, laisse-moi partir, pour que je puisse revenir. » Elle monta dans le train, trouva sa place près de la fenêtre. Pascal était sur le quai immobile, la regardant.
Quand le train commença à bouger, il leva la main, et elle fit de même. Et puis il disparut, avalé par la distance et la vitesse. Gwendoline s'effondra sur son siège, pleurant librement maintenant que personne ne la voyait. Mais à travers les larmes, il y avait quelque chose d'autre, un sentiment de légèreté, de possibilité. Elle partait, mais elle n'était pas seule, et pour la première fois de sa vie, elle n'était pas invisible. Elle était vue, aimée, choisie, et ça, personne ne pouvait le lui enlever. Pas même 400 kilomètres, 6 mois depuis la gare Saint-Charles, 6 mois où Gwendoline avait construit sa nouvelle vie à Lyon, pierre par pierre. Son appartement de la Croix-Rousse était lumineux. L'agence Mercier & Associés dépassait ses attentes. Antoine lui confiait des projets importants. Elle s'épanouissait professionnellement. Pascal tenait sa promesse. Chaque week-end à Lyon, sans exception. Il avait loué un bureau à la Confluence, développant lentement ses contacts. Il visitait la Bastide régulièrement, observant les ouvriers progresser. Mais la distance pesait. Les appels ne remplaçaient pas sa présence. Les week-ends intenses créaient une bulle qui éclatait chaque dimanche soir. Le doute s'installait. Ce vendredi soir de mars, Gwendoline rentra tard, épuisée. Elle ouvrit sa porte et se figea. Des bougies partout. Et Pascal, debout près de la fenêtre. « Tu devais venir demain. J'ai menti. » Il s'approcha, les traits tirés. « J'en avais assez d'attendre les week-ends, assez de te dire au revoir. » Elle se jeta dans ses bras. « Qu'est-ce qui se passe ? Assieds-toi, on doit parler. » Son cœur se serra. Il prit ses mains. « Ces 6 mois ont été les plus difficiles de ma vie. Pas à cause du travail ou de la distance, mais parce que je me réveille sans toi. Chaque décision n'a de sens que si je la partage avec toi. Pascal. J'ai pris des décisions concrètes. » Il sortit des documents. Direction opérationnelle transférée à Lucas. Je reste associé, consultant, mais je ne gère plus le quotidien. Il continua. Bail signé pour un appartement dans son immeuble, contrat avec un architecte pour la Bastide, contact à Lyon développé. Tu as fait tout ça ? Je voulais que ce soit réel avant de te le dire. Il caressa son visage. Je m'installe à Lyon, pas pour toi, pour nous. Une relation ne peut pas survivre éternellement sur des week-ends. Et la Bastide, il lui montra des photos. Les murs restaurés, le toit refait, les fenêtres installées. Encore 1 an avant qu'elle soit habitable. Mais regarde. Une plaque temporaire, future maison de la Croix-Rousseau. Gwendoline sanglota. Tu es fou. Complètement. Fou de toi. Elle avoua ses peurs des 6 derniers mois. Il avoua les siennes. Ils parlèrent de ses séances avec Marguerite, commencées 2 mois plus tôt. Mon père n'est pas mort d'avoir aimé. Il est mort d'avoir arrêté de se battre pour cet amour. Et moi, je choisis la difficulté, parce que tu en vaux la peine. Le dimanche soir, Pascal ne prit pas le train pour Marseille. Il resta. Le lundi matin, ils prirent le métro ensemble. Un petit geste. Mais pour Gwendoline, c'était tout. La preuve que ce n'était plus une relation de week-end. C'était une vie. Les mois suivants furent une période d'ajustement. Pascal découvrait Lyon, construisait son réseau. Il y eut des moments difficiles, des doutes, des disputes sur qui faisait la vaisselle, comment gérer l'argent. Mais il ne fuyait plus. Quand les choses devenaient difficiles, il restait. Il parlait. 6 mois plus tard, par un samedi de septembre, ils visitèrent la Bastide presque terminée. L'architecte confirma 1 mois, maximum 2. Quand il partit, Pascal se mit à genoux dans le salon vide. J'avais dit que j'attendrais. Mais ça fait 1 an qu'on vit cette vie ensemble, avec ses hauts et ses bas, sa réalité quotidienne. Il sortit une bague. Je ne veux plus attendre. Je veux construire notre avenir. Gwendoline Rousseau, veux-tu m'épouser? Oui. 1000 fois, oui. Plus tard, sur les marches de pierre, elle posa sa tête sur son épaule. Il y a 2 ans, j'étais invisible dans ton lit. Maintenant, je suis ta fiancée dans notre maison. Tu n'as jamais été invisible. J'avais juste les yeux fermés. Maintenant, ils sont grands ouverts. Et je te vois. Chaque jour. Promets-moi que si un jour tu recommences à avoir peur, tu me parleras. On affrontera ensemble. Je promets. Plus de fuite, plus de silence. Juste nous face à tout ce qui vient. Ils rentrèrent sous les étoiles. Et Gwendoline se sentit complètement, totalement, indéniablement vue. Non pas parce qu'il l'avait sauvée, mais parce qu'ils s'étaient sauvés mutuellement. Et ce n'était que le début. 3 ans plus tard, le soleil d'août inondait la Bastide.
Dans le jardin, les lavandes embaumaient. Léa surveillait ses jumeaux de 6 ans qui chassaient des papillons. Gwendoline sortait une tarte du four sous les instructions d'Isabelle. Ces moments de cuisine avec sa belle-mère étaient devenus leur rituel sacré. « Parfait », dit Isabelle en inspectant la tarte. « Tu vois, tu apprends. » Pascal entra, tenant Camille par la main. 15 mois, des boucles auburn, des yeux sombres déterminés. Elle lâcha son père et courut maladroitement vers Gwendoline, tombant à mi-chemin. Gwendoline la rattrapa. « Ma petite aventurière. Elle tient de son père, taquina-t-elle. Cette détermination. » Camille gigota pour descendre, attirée par les cookies d'Isabelle. « Tu as fini avec Lucas ?» demanda Gwendoline. « Oui, les maisons écologiques ont tellement de succès qu'on étend à 3 autres régions. » Il l'embrassa. « Et ton écriture ?» Son premier roman, publié 8 mois plus tôt, avait été un succès modeste, mais réel. « Alice Page ce matin. Le 2e prend forme. Je suis fier de toi. » Il l'enlaça. « Tu te rends compte? Il y a 3 ans, on se demandait si on survivrait à la distance. Et maintenant? Maintenant, on survit à une enfant qui ne dort jamais. » Elle rit. « Je préférais la distance. » Menteuse. Les invités arrivèrent. Léa et ses jumeaux, Antoine et Sophie maintenant mariés et enceintes, Marguerite avec un cadeau pour Camille. Le repas fut joyeux, bruyant, vivant. La table sous les platanes ployait sous les plats provençaux. Marguerite s'approcha de Gwendoline. « Quand je l'ai rencontré il y a 4 ans, j'ai vu un homme brillant mais vide. Je me souviens, j'étais cette peur qu'il fuyait. Et maintenant, regarde-le. » Elle sourit en voyant Pascal jouer avec Camille. « Il est vivant, présent. Tu lui as donné une vie. » On s'est sauvés mutuellement. Gwendoline observait son mari. « Il m'a appris que je méritais d'être vue. Et j'ai appris qu'aimer, c'est aussi laisser l'autre grandir. » Le soir, après le départ des invités, Isabelle mit Camille au lit, chantant la berceuse de l'enfance de Pascal. Sur la terrasse, Gwendoline et Pascal regardèrent les étoiles. « Tu es heureuse ?» Plus que je n'aurais cru possible. Elle se blottit contre lui. Même les nuits sans sommeil, même les disputes sur qui a oublié le lait. Tout ça, c'est notre vie. Et j'adore. Même quand je suis grognon le matin. Surtout quand tu es grognon. Ça me rappelle que tu es humain. Silence. Grillon. Lavande dans le vent. « Merci, dit-il soudain. »« Pourquoi ? Pour ne pas avoir accepté d'être invisible, pour avoir exigé que je choisisse. Tu m'as sauvé de la vie que je construisais, parfaite en apparence, mais morte à l'intérieur. Et toi, tu m'as appris que demander d'être vu n'est pas de l'égoïsme, mais du respect de soi. » Elle leva les yeux. On s'est mutuellement secoués. De l'intérieur, Camille gazouilla, puis se tut, bercée par Isabelle. « Tu penses qu'elle se souviendra ? Peut-être pas consciemment, mais elle grandira en sachant qu'elle est aimée, que ses parents se choisissent tous les jours, qu'un couple peut se disputer et se réconcilier, qu'aimer c'est du travail, mais que ce travail en vaut la peine. » Dans leur chambre, allongée dans le noir, Gwendoline sentit une paix profonde. Pas la paix d'une vie parfaite, la paix d'une vie réelle. « Tu te souviens de cette nuit ? La première fois que tu es venue à mon studio ? La nuit où j'ai arrêté de fuir. Cette nuit a tout changé. Non, cette nuit a tout révélé. Le changement avait déjà commencé. Et maintenant ? Maintenant, je vois tout. » Il l'embrassa dans le noir. Chaque ride qui commence, chaque cheveu gris, chaque imperfection, et je t'aime encore plus pour chacune. Dehors, la lune poursuivait sa course. Les lavandes embaumaient. La Bastide respirait doucement, témoin d'un amour qui avait survécu au doute, à la peur. Un amour qui avait commencé dans l'ombre mais qui avait trouvé la lumière. Gwendoline Delacroix s'endormit avec un sourire. Elle n'était plus invisible. Elle ne l'avait jamais vraiment été. Elle avait juste attendu qu'il ouvre les yeux. Et maintenant, ils voyaient tous les deux, clairement, honnêtement, imparfaitement, pour toujours. Fin. Vous êtes-vous déjà senti, invisible dans une relation? Gwendoline a passé 2 ans à accepter des miettes d'affection, espérant que Pascal finirait par vraiment la voir. Elle a aimé un homme qui la gardait dans l'ombre, qui la traitait comme un secret plutôt qu'une priorité. La grande question est, jusqu'où iriez-vous pour quelqu'un que vous aimez? Auriez-vous le courage d'exiger d'être vu, d'être valorisé et,
même au risque de tout perdre? Ou comme Gwendoline au début, accepteriez-vous de vivre entre les lignes de la vie de quelqu'un en espérant qu'un jour les choses changeraient? Et si vous étiez Pasquale, quelqu'un qui a tellement peur d'aimer qu'il construit des murs au lieu de ponts, auriez-vous le courage de démolir ces barrières avant qu'il ne soit trop tard? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.